On va terminer en beauté cette deuxième journée d'Omnivore. On a un privilège aujourd'hui de la recevoir sur cette scène. Vous avez bien compris, on ne va pas tellement cuisiner, on va plutôt réfléchir et on va plutôt converser avec une chef qui fait partie aujourd'hui d'une génération absolument incroyable et qui a surtout joué un rôle déterminant, non pas à l'échelle d'un territoire, mais littéralement à l'échelle de son pays. On parle d'un pays qu'il est parfois difficile de situer sur une carte pour certains d'entre nous. Elle l'a littéralement mis sur la carte du monde gastronomique. Ils sont peu dans le monde à avoir eu cette opportunité de jouer un rôle d'ambassadeur aussi fort et d'avoir fait naître littéralement une gastronomie avec une identité aussi puissante. On est à la frontière de l'Italie, mais de l'autre côté, dans un pays qui est la Slovénie, entre les montagnes et pas si loin de la mer. On va l'accueillir très chaleureusement. Je compte sur vous pour l'applaudir à tout rompre. Anna Roche du restaurant Isha Franco en Slovénie. Bienvenue Anna. Merci d'être là. Merci beaucoup. Comment ça va, Anna? Ok, bonjour à tout le monde. Oui, mon français, c'est pas parfait, mais ça va. Eh bien, on te remercie de parler en français aujourd'hui pour qu'on puisse justement donner la possibilité au public de comprendre. Et non, ça va bien. Je me suis levée très, très tôt aujourd'hui pour être avec vous. Et j'espère qu'on va faire un effet sur ce qu'on va dire, parce que je crois que c'est très important. Très bien. Peut-être on peut commencer par la petite vidéo qui permet de donner un cadre à la discussion qu'on va avoir ensemble. On peut la lancer? Non, non, bien sûr. Eh bien, c'est parti. Applaudir s'il vous plaît. Anna, je disais en introduction que vous étiez devenue l'ambassadrice d'un pays, vous qui avez
aussi fait des études pour travailler dans la diplomatie. Finalement, vous êtes devenue l'ambassadrice de votre pays à travers la gastronomie. Est-ce que vous pouvez démarrer en nous donnant à quoi ressemble ce restaurant et ce qu'il représente aujourd'hui pour votre pays, la Slovénie? C'est devenu un emblème, c'est devenu une référence. Ok. Alors, Hiša Franko est un restaurant dans la partie de l'ouest de la Slovénie, à la frontière avec l'Italie. C'est difficile pour moi de parler ce que je signifie pour mon pays, mais par exemple, ça fait une semaine et le Premier ministre m'avait appelé et il m'a dit: mon ami, il faut faire quelque chose, parce que le projet dont on va parler maintenant, c'est un grand projet qu'on voudrait porter au monde. Donc, mais le Premier ministre pense que je suis plus intelligente de lui, regarde l'agriculture et tout ça. Et, ok, je vais étudier les sciences internationales et diplomatie. Aujourd'hui, je suis aussi ambassadrice pour les Unions Unies, pour United Nations, pour les Nations Unies, pour la gastronomie durable. Et j'en suis fière. Hiša Franko est un restaurant qui travaille absolument dans la région, pas seulement locale, mais micro-locale, et seulement avec les produits de saison. Donc, les mots-clés sont la durabilité, traçabilité, saisonnabilité. Et je crois que ça, c'est le futur de manger pour tout le monde, même dans les villes. Et quelquefois, on oublie d'en parler parce que surtout la durabilité est devenue aujourd'hui comme la charité, ça fait 10 ans. Tout le monde en parle, mais vraiment, on vend les projets en disant: ah, c'est la charité, donc tout le monde va prendre ça, mais vraiment, pas vraiment de restaurants sont vraiment durables. Et c'est un moment très important parce qu'aujourd'hui, on voit avec la guerre en Ukraine, on a des gros problèmes avec la chaîne alimentaire en Europe entière. On la sent beaucoup partout. Les prix sont augmentés. Donc, retourner dans le pays, dans la saison, va être une question très grande demain. Anna, pour comprendre effectivement le sujet d'aujourd'hui, qui est finalement la responsabilité, ou en tout cas l'engagement des grands chefs auxquels vous faites partie, sur la capacité à faire d'un restaurant gastronomique, qui aujourd'hui est étoilé de 2 étoiles Michelin, puisqu'il y a depuis quelques années le Michelin qui s'est installé en Slovénie, d'une responsabilité aussi qui va au-delà de sa clientèle et finalement d'une audience beaucoup plus large et qui serait le plus grand public et la capacité à transformer aussi les habitudes alimentaires et de consommation à l'échelle d'un pays, encore une fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est-à-dire non pas d'être un chef qui va simplement prêter son image à des produits, mais participer à la transformation d'une chaîne agroalimentaire nationale. Ok. First of all, au principe, je devrais dire une chose. Je ne sais pas combien de chefs il y a ici, mais tous les jeunes qui veulent devenir les chefs, ou beaucoup de chefs, pensent qu'ils sont rockstar ou movie star. Et il n'y a pas vraiment de raison parce que notre travail, c'est beaucoup plus difficile qu'être le movie star ou rockstar parce qu'on travaille beaucoup avec les mains et les heures qui ne sont pas durables, vraiment. Mais quand même, je crois que dans le moment-là, on peut avoir la fonction des rockstars ou on peut justifier notre status parce que, par exemple, les Nations Unies, déjà devant la pandémie, on parlait de fait que tout le monde est en phase de la hunger. On va avoir la faim mondiale parce qu'il n'y a plus de la place où produire le manger. La question, c'est l'impact aujourd'hui positif que les chefs peuvent avoir de leur notoriété. Et Anna, on rappelle que vous avez été mise en avant à la fois par votre restaurant,
on peut le dire, Chef's Table a fait de vous aussi une personnalité reconnue internationalement. Beaucoup de récompenses qui ont fait que vous êtes devenu une voix qu'on entend, qu'on écoute jusqu'au Premier ministre. Ok, et après, vous devez écouter un petit peu comment le projet qui a vendu plus d'1 million de produits déjà dans un petit pays qui a seulement 2 millions d'habitants a commencé. Donc, on parle de premier lockdown. Et la Slovénie est entrée dans le lockdown le 13 mars, quelque chose comme ça, dans un jour à l'autre. C'était pas, je sais pas, et on pense de le faire parce qu'en Slovénie, on avait pour 2 mois aucun cas. Mais quand même, le gouvernement avait décidé, la pandémie, c'est partout. Donc, de samedi à dimanche, on a dû fermer le restaurant. Et Risha Franco est un restaurant qui a un team super international. On est devant 5 pays de tout le monde, seulement, peut-être devant 8 même, il y a aussi des Français. Et donc, les frontières étaient fermées dans un jour à l'autre. Donc, tout le monde est resté avec nous. Donc, le premier jour, on a commencé à jouer à basketball. Le deuxième jour, à table tennis tournament. Parce que Kobarid, ce n'est pas un endroit où tu peux aller je sais pas, faire les achats. On est tout seul là. Donc, si tu ne travailles pas, tu ne sais pas quoi faire. Et le lendemain, on a eu les premiers contacts de nos premiers partenaires, qui sont les agriculteurs, parce que Risha Franco travaille face à face avec les agriculteurs. Ça veut dire que je n'ai pas de personnes au milieu. On en parle, on fait les commandes directement. En direct. Voilà. Et donc, il y avait quelqu'un qui avait appelé et fait, il y a 10 000 litres de lait de haute montagne qui va être jeté. L'autre, 1000 agneaux, on ne peut pas les vendre parce que tous les restaurants sont fermés. Et si on ne vend pas les agneaux, on pratiquement ne peut pas faire le fromage. Donc, c'était comme un effetto domino, we say en italien. Un effet domino en français. Un effet domino. Donc, dans le premier moment, parce que je cherche toujours d'aider, j'avais dit, OK, on va faire des workshops dans le team pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec 10 000 litres de lait. Et on a dit, OK, quelqu'un avait dit, imagine une glace avec lait de montagne, avec du miel et sauge. Et l'autre avait dit, gnocchi di ricotta, albumine de haute montagne avec pavot et estragon. Et on a vraiment commencé à travailler parce que mon team n'avait rien à faire. Tu sais, tu as 23 ans, tu es venu en Slovénie pour travailler avec moi et tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire demain. Et donc, on était très créatifs, on a fait 20 recettes, on a commencé à faire la production. Mais après, ce que s'est manqué, c'était la logistique. La logistique, oui. Un restaurant peut faire 40 portions, il ne peut pas faire 10 000 portions, ce qui sert vraiment pour aider à l'agriculture. Et on peut faire combien de glace avec Paco Jet Machine? Well, et comment tu vas le vendre? Je vais dire, je vais acheter une voiture, je l'ai, et ils ont dit, et quoi? Tu vas venir dans le village, toc, toc, toc. ting, 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 à la glace. Et après, un ami m'avait dit, regarde, appelle le ministre de l'Agriculture. Je vais appeler le ministre et elle m'a dit, si, tu sais, c'est facile parce qu'il y a les, comment on dit, les tendres, tu sais, quand Union européenne a l'argent pour l'agriculture. Tu as des documents que tu dois remplir. Voilà. Et je vais dire, moi, je suis le chef, je ne peux pas le faire. Ouais. Et je vais dire, mais vous êtes dans l'office aujourd'hui et toute la chaîne alimentaire est au pied parce que les écoles fermées, les restaurants fermés, les bars fermés, mais surtout tout le monde, vous compris, je crois. Personne ne faisait plus le shopping chaque jour parce qu'ils disaient non, c'est dangereux, donc il faut acheter le lait à longue durée, il faut acheter
je ne sais pas, les viandes préparées parce qu'on ne sait pas si demain on peut retourner dans le marché comme ça. Donc, c'est une logique qui... Un changement d'échelle, littéralement. C'est-à-dire qu'il a fallu passer d'une échelle 1 à une échelle 1000. Tout le monde parlait, excusez-moi, mais surtout en France, les restaurants étaient vraiment aidés. J'ai beaucoup d'amis chefs français, mais à l'agriculture, personne pensait vraiment à toute la chaîne alimentaire et le pire, c'était au début. Donc, OK, le ministre avait dit non. Et alors, après, quelqu'un m'avait dit, tu sais quoi, business, Anna. Et je lui ai dit, OK, parce que je suis très créative, mais je ne suis pas vraiment parfaite au business. Mais c'est vrai, si on veut faire une histoire avec un final, positive, il faut toujours penser que tout le monde doit gagner quelque chose. Et donc, j'avais pensé qu'il y a une chaîne de supermarchés slovènes qui a dû absolument faire renommer la marque, parce que j'avais écrit des mots-clés ici. Et parce qu'ils ont fait des achats mauvais, entrés dans le business de téléphonie, mais c'est la seule chaîne des supermarchés slovènes qui est vraiment slovène. Donc pas autrichienne, pas italienne, pas française. Donc j'avais dit peut-être ils ont des problèmes à se présenter dans le marché et ils ont besoin d'une histoire bonne. Tu n'avais jamais imaginé travailler avec eux avant? Non. On était très loin. Moi, je suis quelqu'un qui ne va pas dans le supermarché. À Kobarid, où j'habite, on a seulement le supermarché des agriculteurs. On n'a pas même un grand supermarché. Non, mais j'avais besoin d'un partenaire dans le projet. Et l'idée, c'était vraiment de sauver les agriculteurs. Les producteurs, oui. Donc, ils ont dit, ah ok, ça c'est intéressant. Et je lui ai dit, non, mais je ne suis pas la face pour votre supermarché. Je suis seulement la face pour le projet où on va sauver les agriculteurs. Et donc, toutes les recettes créatives qu'on a fait dans le team, on est entré dans l'industrie. Donc, et maintenant, je vous dis, c'est vraiment une situation catastrophe dans l'industrie. Parce que personne ne travaille pas avec les produits fraîches, personne n'utilise pas les fraîches, personne n'utilise pas la ricotta albumine fraîche, les herbes fraîches, ça n'existe pas. Même quand vous achetez des sacs marrons, ça semble biologique, c'est pas vraiment biologique. Pour certains produits, on avait besoin d'un mois, un an et demi à travailler avec les technologues dans l'industrie pour les faire comprendre. Je veux durabilité, traçabilité, saisonnalité. Et on va vérifier les papiers chaque mois pour voir s'ils achètent vraiment chez les paysans qu'on a choisis. Les résultats sont incroyables. Parce qu'au début, j'avais pensé, tu sais, quand le CEO de Touche venait à firmer le contrat, demi-heure avant qu'il arrivait, j'avais dit, non, je ne vais pas firmer. Non, je ne peux pas entrer dans l'industrie. Mais aujourd'hui, je suis vraiment fière de ça. Et je vous dis pourquoi. Et c'est une situation gagnant, ou win-win situation, gagnant-gagnant. au moins 4 fois. La première est que dans le contrat que j'avais signé, j'avais le 55% de profit, c'est pour Hisha Franco. Et parce que tout le monde avait travaillé dans le projet, j'avais distribué tout l'argent dans le team. Donc, Slovénie n'avait pas eu un grand aide pendant la pandémie, vraiment presque rien. Pour ça, on a le grand problème de marché de travail en ce moment-là. Et donc, tout le monde avait vécu la période de lockdown bien, avec assez d'argent. Et ça, c'était une grande stimulation pour la créativité, parce que pour le chef, ne travailler pas pour 2 ans, c'est une catastrophe parce que ton the brain, how do you say? Cerveau. Ton cerveau l'esprit est mort. Après, c'est of course
pour le supermarché chaîne, ils ont renommé la marque parce qu'ils ont eu le chef 2 étoilés, mais pas pour les marchés. Mais personne ne sait ça. Ils ont changé un petit peu le marketing, donc qui le voit que mon nom est là pour les agriculteurs. Mais tout le monde qui voit le marketing comprend si Anna Roche travaille avec eux, alors il vaut la peine y aller. Et surtout parce qu'il y a maintenant plus de 60 produits qu'on fait dans le supermarché déjà présents. Par exemple, vous savez que pour un pain qui est génial, et on change le supermarché. Ça c'est la logique. Je ne savais pas avant, mais c'est vrai, c'est arrivé. Donc, qu'est-ce que je comprends pas. Ça veut dire donc, que par exemple, quand on va acheter un grand, à faire le shopping, ouais. On a des produits de base dont on achète chaque jour. Et le pain, un pain exceptionnel. On le voit dans le film. C'est le premier. Donc, on a travaillé avec mon baker sur ce pain-là. C'est le pain acide génial. Et pour le pain là, beaucoup de gens, ils ont changé des autres supermarchés à le juste marché pour ça. là. C'est commencé comme ça. Très Donc bien. ça, c'était le deuxième produit qu'on a mis. On a aidé aux agriculteurs et c'est pas seulement le mot. Je vous raconte maintenant. Et pour la production de gnocchi de ricotta avec le estragon et pavot, on cherchait seulement la ricotta albumina des montagnes. Et ça, c'est un produit qui reste beaucoup parce qu'il ne va pas bien après 13 jours. On a dû bloquer la production de gnocchi parce qu'on a utilisé toute la production. Toute la ricotta qui était présente dans le marché. On a, par exemple, commencé à utiliser les tomates de la 3e classe. C'est les tomates qui vous n'allez pas trouver dans les supermarchés parce qu'ils craquent dans les on the field, dans les champs. Dans les champs. Et donc, ils ne sont pas présentables. Mais normalement, ils sont les plus doux, les plus bons. Donc, on a fait une sauce aux tomates, toute faite à la main, avec une compagnie qui travaille avec des personnes handicapées. Et on était super... satisfait du résultat. Non, awarded for the project. Ah, récompensé. Yeah. Mais tout le projet est super bien vu. J'ai eu des interviews pour CNN, BBC, vraiment souvent pour ça. Mais ce n'est pas tout. Après, dans les maisons des Slovènes, on a porté ce que c'est le plus important. C'est healthy food, la nourriture saine, mais vraiment saine. Par exemple, gnocchi de kebab, si tu vois le box, tu vois qu'il y a au-dedans 70% de ricotta. Il n'y a pas de shortcut. Et on a eu beaucoup de personnes qui nous appelaient, ils nous ont écrit. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de temps pour faire la cuisine. Aujourd'hui, mon enfant peut manger une chose géniale, créative, un peu différente, mais surtout healthy. Il y a la question de l'accessibilité, c'est-à-dire de rendre accessibles ces produits. Et encore une fois, d'avoir des produits les moins transformés possibles pour pouvoir, encore une fois, garder cet aspect très sain des produits que vous avez développés avec ton équipe. Mais la chose géniale, c'est qu'il n'y a qui perd ici. Tout le monde gagne. Maintenant, moi, je perds un petit peu parce que le restaurant est réouvert. Donc, je vais dire que je vais continuer avec le projet parce que, tu sais, quand tu as les lettres des personnes qui te viennent et ils disent les personnes, parce que les produits ne sont pas à bon marché, parce qu'on ne fait pas de négociations avec les agriculteurs. On paye les prix, les ingrédients avec le prix fer, donc avec le prix qui est régulier. Et je le trouve très juste. Donc c'est normal que quand tu travailles avec les mains, quand tu travailles avec un produit qui est de haute montagne, ça ne peut pas être le même qu'un produit industriel.
Mais je dois dire une chose, qu'en quelques mois, vendre 1 million de produits dans un pays qui a 2 millions d'habitants, qui n'est pas le plus riche, surtout dans la campagne. On a quelquefois des lettres qui viennent des personnes plus vieilles et ils disent « Waouh, je vais goûter, c'est super bon, mais je ne peux pas le prendre chaque jour. » Et je dis « Voilà, allez-y. » Il faut envoyer aux personnes les choses, il faut les faire manger bien. Et c'est ça qui a vraiment fait une grande attention. Comment on mange? Qu'est-ce qu'on va manger demain? Parce que, tu vois, le problème, c'est on peut tout le monde devenir végétarienne. C'est beaucoup de restaurants qui maintenant disent « Ah, on va sauver le monde, on cuisine que les légumes. » Ok, bah, un moment. Où on va produire tous les légumes. C'est impossible. Il n'y a plus de terroir, il n'y a plus de terre. Je ne sais pas si vous savez, mais les Chinois, surtout, ils ont acheté presque toute la terre disponible en Afrique et en Amérique du Sud. Donc, si tout le monde devient végétarienne, c'est impossible à trouver la nourriture de nouveau. Et je crois que ce projet-là, je pourrais dire la fonction principale pour moi, c'est de faire voir comment on peut manger et offrir un grand manger. Même dans tomate qui est de la 3e classe, manger moins, manger mieux, surtout en contrôlant la saisonnalité et traçabilité des produits, parce que vous savez quoi, de plus le produit voyage, le pire est pour la planète, pour les émissions, mais surtout c'est aussi le produit qui perd le goût. Et donc c'est le projet qui est au début. En ce moment-là, on l'a présenté officiellement pour la première fois à Ljubljana à European Food Summit. Et c'était génial parce qu'il y avait vraiment des journalistes de tout le monde. Et c'était là pour la première fois que j'avais compris la dimension du projet. Parce que c'était un journaliste brésilien super important qui vit à Paris. Elle a dit, je veux ce projet-là au Brésil. Parce qu'il y a tellement beaucoup de produits qu'on jette, qu'on n'utilise pas. Et en même temps, on mange des choses qui ne sont pas bien. Après, il y avait des autres. Donc, l'idée, c'est de porter le projet dans le marché mondial. Donc, faire la collaboration avec les chefs amis qui sont la même chose que je sens. Et de l'Amérique du Sud, Amérique du Nord, de toute l'Europe, d'Asie, et de les faire réaliser la même chose qu'on a fait. Donc, comment être sûr que le rapport de force entre la volonté d'un chef, d'une chef comme toi et comme d'autres puisse continuer et que l'agro-industrie finalement ne profite pas de cette volonté de faire changer les choses, pour être sûr que voilà, on va garder une ligne. On parle de prix, on parle de qualité, on parle de valeur. Comment on peut être sûr et comment on peut finalement donner des gages à un rapport de force qui est quand même malheureusement souvent au détriment de la qualité dans l'agro-industrie? Ok, je vais donner seulement un exemple. Hisha Franco, c'est, comme j'avais dit au début, c'est un restaurant qui travaille super locaux, micro-locaux et dans la saison. Et c'est un des restaurants qu'en ce moment-là n'a pas de problème d'augmenter de prix. Parce que mes produits ne voyagent, donc il n'y a pas d'émission, voilà. Mais par exemple, le premier impact qu'on a, c'est que les entreprises sont restées les mêmes parce que la terre est travaillée aux mains, parce qu'il n'y a pas d'électricité pour importer de l'eau, il n'y a pas de tout ça
qui fait notre vie plus chère en ce moment-là. Ça, c'est un des exemples. C'est extrême. À Paris, c'est un peu difficile à le faire. Mais si on va aux États-Unis, et il y a déjà une logique de la vie vraiment différente. Donc, la logique de « hey, quand on mange, il ne faut pas avoir un plat comme ça ». Ou bien, on peut acheter un yogourt qui est vraiment bien et on connaît les origines de yogourt, mais on peut, par exemple, laisser là une boisson sucrée qu'on en a vraiment besoin. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut changer pour manger mieux et ne pas perdre de l'argent et surtout aider au planète. Anna, moi je voudrais, pour terminer cette conversation, qu'est-ce que cette expérience a apporté à la chef d'un restaurant gastronomique comme toi? Qu'est-ce que ça a changé dans la cuisine aussi du Isha Franco aujourd'hui? Est-ce que ça a modifié peut-être un rapport à la cuisine? Comment tu as vécu cette expérience aujourd'hui dans les cuisines du Isha Franco au quotidien? Non, rien. Parce que j'étais comme ça déjà avant. Et je vais seulement donner au monde, aux Slovènes en ce moment-là, la philosophie de comment je vois la cuisine. C'est voilà. Simple. Et en plus, je voulais dire seulement ça. C'est pas un projet commercial. Parce qu'il y a des mois quand, je ne sais pas, il y a turnover des produits, donc on peut aussi ne gagner rien. Mais je crois que pour le lendemain de notre enfant, la vie qu'on fait, c'est vite, on n'a pas du temps. C'est génial quand tu as des produits avec lesquels tu peux cuisiner presque comme au restaurant et surtout comprendre que tu manges vraiment bien. Et comment on dit? Saluer? Oui. Yeah, healthy. Des produits sains. Eh bien, écoutez, on va terminer cette journée. On va remercier chaleureusement Anna Roche du restaurant Isha Franco en Slovénie. Il faudra absolument aller voir ce pays qui a beaucoup de choses à raconter et un terroir magnifique. Moi, je vous dis à demain pour la dernière journée du Festival Omnivore. Merci beaucoup, Anna. C'était un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. À demain.